Au programme de ce débriefing, la vérité sur le HIMARS et l'Abrams, arme miracle ou cible vulnérable, un convoi russe piégé dans une zone de mort près de Pokrovsk, un char solitaire à l'assaut de châssis Viar sans aucune couverture, et le combat rapproché, œil pour œil, des éclaireurs d'Azov à Toretsk, les échecs russes, la puissance américaine et la fureur ukrainienne. Votre rapport commence. Vous avez sans doute déjà vu cette séquence devenue virale, où un Bradley ukrainien croise un BTR russe transportant de l'infanterie sur son blindage au milieu d'un village ukrainien déserté. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la véritable histoire qui se cache derrière cette rencontre. La séquence se coupe juste au moment où le BTR russe encaisse un impact brutal et finit sa course dans les buissons. La scène ressemble à un véritable hachoir. La survie paraît tout simplement impossible, mais au moins 2 soldats russes rampent jusqu'à une maison voisine. La question, combien d'entre eux sont encore en vie ? Il s'avère que c'est une véritable ruche de Russes là-dedans. Les combats dans ce village ont duré des semaines, bataille après bataille, sans répit. Finalement, les Ukrainiens ont dû faire appel à un char Abrams pour appuyer l'assaut. Est-ce que cela a renversé le cours du combat ? Vous allez bientôt le découvrir. Ce n'est pas une ville inventée comme Vinewood en Californie. C'est un vrai village sur la ligne de front, typique de tant d'autres dans le Donbass. Plus aucun civil, rien que la guerre. Juste après cette étrange rencontre avec le BTR, le Bradley se replie en arrière, presque intact. Mais la reconnaissance aérienne signale des survivants dans la zone. Les troupes ukrainiennes reviennent donc pour nettoyer la zone. En revenant dans le village, le Bradley ouvre le feu avec son canon Bushmaster de 25 mm, pulvérisant les positions russes. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent quelque chose. Les Russes utilisaient la maison abandonnée comme dépôt de munitions. Et quand les munitions s'enflamment, l'explosion est tout simplement spectaculaire. Mais attends, l'ennemi n'est pas encore complètement anéanti. Les soldats russes s'étaient réfugiés dans la cave, le genre d'endroit où les villageois ukrainiens gardent leurs pommes de terre, fraises en été, chaud en hiver. Et d'ordinaire, ces caves sont remplies de bocaux de confiture, maisons, de cornichons, de tomates, peut-être même un peu de lard fumé. Du salaud, pour ceux qui savent, ils savent. Mettez un j'aime si vous avez déjà mis les pieds dans une cave ukrainienne comme celle-là. Le fait est qu'une cave, c'est un vrai paradis. Et une fois que l'infanterie s'y planque, elle peut y attendre la fin du monde. Cette nuit-là, une unité d'assaut ukrainienne se rapproche de la maison cible. Ils avancent à travers la ville fantôme, sous la couverture du Bradley. Le Bradley se poste alors sur la route, prêt à ouvrir le feu et couvrir l'assaut. Des moments de tension extrême. Ils découvrent des Russes retranchés dans la cave. Ils leur offrent la possibilité de se rendre. Mais apparemment, ils refusent. Alors, c'est la fin du monde pour eux. La cave explose. L'escouade ukrainienne regagne le Bradley et repart vers la base. Victoire ? Pas encore. Quelques jours plus tard, les Russes ont retenté leur chance, cette fois avec 2 BTR, cherchant à déposer leur infanterie dans le même village. Mais cette fois, les Bradley les attendirent déjà. Ils les ont fauchés avant même qu'ils n'atteignent les abords du village. Difficile d'imaginer que quelqu'un ait pu sortir vivant de ce carnage. Les Bradley ont vidé jusqu'à leur dernière cartouche.
une nouvelle tentative russe par la même route échoue elle aussi. 2 autres BTR sont littéralement déchiquetés. Leur infanterie tente de fuir, mais où courir en terrain ouvert? Et le vent hurlait, et le vent soufflait sur le champ de bataille. Quelques jours plus tard, une nouvelle tentative. Cette fois, un MTLB russe parvient à percer et débarque des troupes dans les buissons, près de quelques maisons abandonnées. Mais alors, le Bradley déchaîne son canon Bushmaster de 25 mm. Le MTLB est littéralement déchiqueté, comme s'il était fait de papier. Rien d'étonnant, son blindage latéral ne fait que 7 mm d'épaisseur. Il n'avait aucune chance. Pourtant, l'infanterie russe se disperse et parvient à se dissimuler dans les broussailles et les maisons abandonnées. Certains sont des survivants des combats précédents. Il y a désormais plus de Russes dans le village qu'à aucun autre moment. Cela veut dire une chose, ce village de première ligne, situé dans la zone grise, est désormais occupé de faits et pourrait servir de point d'appui pour de nouvelles avancées de Russes. On ne peut pas le permettre, car si on laisse du temps aux Russes, ils se creuseront dans la terre comme des taupes et deviendront quasiment impossibles à déloger. Ainsi, l'unité ukrainienne responsable de ce secteur convoque une réunion. Objectif ? Éradiquer l'ennemi de ce village. Mais comment ? Option numéro 1, prendre le village d'assaut avec des groupes d'assaut. Mais cela prendrait des heures, assez de temps pour que les Russes appellent un soutien par drone et infligeant de lourdes pertes. Option numéro 2, raser le village à l'artillerie, à la russe, puis ratisser les décombres. Le problème, où trouver autant d'obus ? Les commandants choisissent la troisième option, lancer un raid immédiat, rapide et brutal, frapper tant que la piste est encore chaude. « 5 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. » Le compte à rebours commence. Avant de voir la suite, abonnez-vous, vous n'aurez pas le temps plus tard. Contrôle du moteur, vert. Le diesel Cummins de 600 chevaux du Bradley rugit et s'ébroue. Cette bête, c'est comme un sanglier américain sous stéroïdes, traînant plus de 30 tonnes d'acier blindé à travers la boue, le sable et le chaos. Les obus hurlent dans les airs comme de petites comètes furieuses. Un plein chargement, ce n'est pas seulement du métal, c'est de la confiance. Le canon automatique Bushmaster de 25 mm, un outil multitâche du champ de bataille. Il déchiquette les arbres comme de l'herbe. Elle est furieuse, implacable, sans pitié. Elle tire au coup par coup, en rafales ou par courtes salves, selon les besoins de la mission. À côté se trouve la mitrailleuse M240. Le fidèle acolyte du Bushmaster. Mortel, simple et fiable, sans fioriture. Aucune pitié. Voilà comment se bat ce duo. La forêt disparaît derrière eux. Les Bradley quittent leur couvert et s'engagent en terrain découvert. C'est maintenant que le danger commence. Sur les plaines, les drones ennemis observent sans relâche. Mais à présent, il n'y a plus de retour en arrière. Une paire de Bradley avance vers le village. De chaque côté, des champs ouverts, seulement coupés par quelques lignes d'arbres. La route est plate, alors ils progressent à vive allure. Les abords du village apparaissent, des maisons abandonnées, puis une explosion de mines. Le Bradley de tête encaisse le choc et continue d'avancer. L'ennemi se cache dans les cours envahis par la végétation, juste devant. Un Bradley verrouille le flanc droit de la rue, l'autre couvre le côté gauche. À l'intérieur des deux véhicules, les cœurs battent à tout rompre. Adrénaline, responsabilité. Le moment est arrivé, mais chacun connaît son rôle. Le tireur garde l'œil sur le réticule. Le pilote serre les poignets.
et le commandant attend le moment précis pour donner l'ordre. Enfin, feu. Les hot dogs du Bushmaster foncent vers leur cible. Le système de ciblage et de stabilisation du Bradley permet à l'équipage de tirer avec précision, même en mouvement. C'est ce qui confère aux véhicules américains un net avantage lors d'attaques audacieuses comme celle-ci. Le combo canon automatique et mitrailleuse ? Parfait, presque irréprochable. Chaque soldat rêve de prendre le volant de ce mixeur. Les arbres craquent, l'écorce vole, les branches éclatent comme des éclats d'obus. Et tu te demandes, bordel, comment ont-ils encore des munitions ? Mais bien sûr, les munitions ne sont pas illimitées. C'est sans doute pour cela que les équipages ukrainiens commencent à se déplacer vers la lisière du village. L'un recule, tandis que l'autre recule en continuant de tirer, puis ils s'échangent. Fluide, rodé, efficace. Et puis, c'est quoi ce bordel ? Un Russe complètement fou essaie de s'approcher du Bradley ? On dirait bien, il n'a visiblement pas d'arme anti-char. Alors, quel était le plan ? On ne le saura jamais, car la vidéo s'arrête exactement à ce moment-là. Ce qu'on sait, en revanche, au moment où la paire de Bradley se retire, un nouveau duo entre dans les ruelles étroites du village. Cette fois, c'est un autre Bradley, accompagné d'un char ukrainien Abrams. Le grondement de son moteur arrive comme un tonnerre venu des entrailles de la Terre, du genre à réveiller les morts en enfer. Nous avons une vidéo séparée sur notre chaîne où les soldats ukrainiens expliquent ce que ça fait de servir sur un Abrams. Mais concentrons-nous ici sur cette bataille. Quand le canon de l'Abrams ouvre le feu, pas besoin de commentaires. Même les Russes retranchés dans les maisons voisines savent que c'est fini. Ici, maintenant. Et sur fond de fumée et de maisons éventrées, tombe le dernier battement de cette scène. Boum! Mais le combat pour ce village n'est pas terminé. Regarde! Le ciel au-dessus des maisons détruites est lourd, presque de plomb. Les arbres sont dépouillés, peut-être par l'automne, peut-être par le feu du Bushmaster. Et pourtant, les Russes essaient encore de débarquer plus d'infanterie. Aucune chance de survie. L'enfer doit commencer à être bondé. Vous pouvez en voir le résultat par vous-même. Partout en Ukraine, il y a des milliers de villages comme celui-ci, autrefois paisibles, aujourd'hui déchirés par les tranchées et les cratères d'obus. Là où se dressaient les maisons, où les caves gardèrent les pommes de terre et bocaux, il ne reste plus que la terre brûlée. Chaque mètre de cette terre se mesure non en pas, mais en vies humaines. Aucune armée étrangère ne pourra jamais appeler cet endroit sa maison. C'est pour cela ça, bataille après bataille. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de mettre un j'aime. Ça compte pas seulement pour nous, mais aussi pour l'algorithme de YouTube. Laissez un commentaire ci-dessous. Souhaitez-vous voir davantage de missions de sauvetage menées par des Bradley ? Ou peut-être une analyse complète de la façon dont les troupes ukrainiennes utilisent le Bradley lors d'assauts contre des tranchées et abris russes ? Lorsque les chars Abrams sont arrivés en Ukraine, ils sont immédiatement devenus la cible numéro 1. Les forces russes ont offert des millions de roubles en prime pour leur destruction. Mais les tankistes ukrainiens peuvent-ils faire entièrement confiance à l'allié sur lequel ils comptent le plus au combat ? Nous n'avons ni aviation ni artillerie. Nous n'avons que le char. La chasse russe aux chars occidentaux provoque de graves difficultés pour les unités blindées ukrainiennes. À cela s'ajoute une pénurie chronique d'obus d'artillerie, qui oblige les brigades ukrainiennes à combattre au plus près des positions ennemies, augmentant considérablement les risques déjà très élevés pour leurs équipages de chars. À quoi ressemble un combat aussi périlleux ? Écoutons un tankiste ukrainien d'un char Abrams lui-même. Ces derniers temps, on a souvent été touchés. Par exemple, il y a quelques semaines, lors d'une seule sortie de combat, on a pris 10 à 15 impacts en une seule journée. La sensation, c'est comme si, je ne sais pas, on te mettait un seau sur la tête et qu'on le frappait à coups de batte. Sauf que le seau est bien plus grand, et le bruit 100 fois plus fort.
Ce soldat a eu de la chance, contrairement aux équipes de la 47e brigade mécanisée, qui furent les premières à combattre à bord des Abrams, livrés par les États-Unis. Que s'est-il passé avec les premiers Abrams ukrainiens? Au début de l'année, la 47e brigade mécanisée est devenue la seule unité de l'armée ukrainienne équipée des nouveaux chars américains Abrams. Avant l'arrivée des Abrams, la brigade utilisait quelques chars Léopard 2A6 ayant survécu à de violents combats, mais ils étaient beaucoup trop peu nombreux. Les chars américains fraîchement livrés ont été envoyés directement au front, au nord d'Avdiivka, une zone devenue le principal point de concentration des offensives russes à la fin de l'automne 2023. Les chars M1 Abrams ont été plongés au cœur des combats, soutenant la 47e brigade et les unités voisines pour endiguer l'avance russe. Mais le prix de ce succès fut lourd. L'Ukraine a perdu ses 3 premiers chars Abrams. Le premier char a été touché par un drone FPV qui a frappé le compartiment à munitions, provoquant un incendie. Les 2 suivants ont été neutralisés par des missiles anti-chars guidés. Cependant, dans les 2 cas, les machines américaines de 60 tonnes ont tenu le choc. Bien que endommagés, les chars sont restés intacts, sauvant la vie des tankistes ukrainiens à bord. Aujourd'hui, les chars Abrams ukrainiens font face à de multiples menaces, comme l'expliquent leurs propres équipages. On a été touché par des drones Lancet, des mines et des drones FPV. L'Abrams présente des vulnérabilités et peut se retrouver exposé sur le champ de bataille. Mais ses faiblesses paraissent insignifiantes face aux graves défauts des chars russes, dont plus de 9000 exemplaires ont été détruits depuis le début de cette guerre. Le char américain surpasse ses homologues russes à bien des égards grâce à sa technologie de pointe, notamment ses systèmes de guerre électroniques. Nos systèmes de guerre électronique, disons, sont plus efficaces que ceux des Russes. Et ils offrent également une protection renforcée des équipages par rapport au combat sans système de guerre électronique. Si tu es d'accord avec ce tankiste, appuie sur j'aime, mais un bon système de guerre électronique est loin d'être le seul atout de l'Abrams face à ses rivaux russes. Ces chars possèdent leur propre super pouvoir, comme l'a raconté avec enthousiasme un tankiste ukrainien. Son principal atout, c'est sa précision. Le char possède une excellente stabilisation et une maniabilité surprenante, malgré son poids considérable. Les équipages ukrainiens ont un autre atout dans leur manche pour surprendre les Russes, les munitions fournies par les États-Unis avec les chars Abrams. De plus, l'Abrams s'est révélé étonnamment facile à maîtriser pour les tankistes ukrainiens, qui avaient jusque-là servi sur les chars soviétiques de la série T. Un soldat de la 47e brigade mécanisée le confirme. C'est une boîte de vitesse automatique. On s'est entraîné en Allemagne, sur un terrain d'entraînement de l'OTAN. Le conduire, c'est aussi simple qu'un scooter. Aussi simple qu'un scooter? Oui. Mais il n'y avait pas que la mécanique de l'Abrams qui était facile à maîtriser. Le tireur d'un équipage ukrainien a lui aussi été étonné de voir à quel point le char américain est convivial, surtout en comparaison avec les machines soviétiques. Il vous a fallu longtemps pour maîtriser ce système? La première fois que j'ai vu l'intérieur de l'Abrams, venant d'un T-64, je me suis dit qu'il me faudrait un mois pour tout comprendre. Mais en réalité, on peut le maîtriser très vite, en environ une semaine. La facilité d'utilisation, les systèmes de visée ultramodernes et la maniabilité font de l'Abrams l'un des chars les plus efficaces de la guerre russo-ukrainienne. Mais comme toujours, il y a un petit « mais ». Contre des véhicules, si c'était des combats char contre char, ce modèle serait probablement le plus performant. Mais pour l'instant, ce ne sont pas des combats de chars. Ce changement dans les tactiques de guerre des chars est confirmé par un commandant d'Abrams de la 47e brigade. Vous savez, on ne se bat pas dans un schéma char contre char. Si c'était le cas, l'Abrams dominerait sans conteste. Un T-72 n'aurait même pas la moindre chance. La guerre d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on voit dans les films comme Fury, Cœur de fer. Les duels entre chars sont devenus très rares. Vous voulez en savoir plus? Regardez notre vidéo sur les combats de chars modernes. En réalité, la principale menace pour les chars Abrams ne vient pas d'autres chars, mais des missiles anti-chars guidés, ATGM. Bien que le nombre exact de chars Abrams perdus par l'Ukraine ne soit pas confirmé, certains médias pro-russes, tels que Military Watch Magazine, affirment que l'armée ukrainienne aurait perdu environ 20 Abrams. Pendant ce temps, des sources pas plus fiables, comme AP News, ne font état que de 5 Abrams perdus. Dans tous les cas, cela représente une perte importante, sachant que l'Ukraine n'a reçu que 31 chars Abrams au total. La majorité des pertes d'Abrams ont été causées par des missiles anti-chars russes, en particulier le système Kornet. Ce n'est pas la première fois que les chars Abrams font face à une telle menace. En 2016, l'Arabie Saoudite a perdu 20 chars Abrams lors des combats contre les rebelles Houthis au Yémen. À l'époque, les Houthis détruisaient les Abrams les uns après les autres, à l'aide de missiles anti-chars philo-guidés soviétiques d'une portée allant jusqu'à 3 km.
La principale cause de ces pertes provenait de stratégies défaillantes, incapables de prendre en compte les conditions du combat moderne. Premièrement, les équipes saoudiennes tiraient en mouvement au lieu d'engager des positions couvertes. Deuxièmement, les chars opéraient souvent sans soutien adéquat, ce qui en faisait des cibles faciles. On espère que vous trouverez aussi facile d'appuyer sur le bouton « S'abonner » pour recevoir des informations précises et à jour sur la guerre en Ukraine. Tout comme l'Arabie Saoudite, les équipages ukrainiens d'Abrams sont contraints de prendre des risques importants, faute de soutien d'artillerie et d'aviation. Mais ce n'est là que la moitié du problème. Un autre problème majeur, c'est le blindage. Les opérateurs ukrainiens des Abrams soulignent cette faiblesse. Malheureusement, notre modification n'est pas équipée d'un blindage supplémentaire. C'est son principal défaut actuellement, en tant qu'équipage et en tant que bataillon. La première chose que nous souhaiterions de la part de nos partenaires américains est qu'ils nous fournissent un blindage dynamique qui protégerait non seulement les flancs, mais aussi la tourelle. Cela améliorerait la survie des équipages. Le problème vient du fait que les États-Unis ont envoyé à l'Ukraine des modèles plus anciens du M1A, un Abrams, dépourvus de blindage moderne à l'uranium appauvri et non équipés des kits ARAT, Advanced Reactive Armor Tiles, les blocs de blindage réactifs de nouvelle génération. Selon Military Watch, cela est dû à la politique d'exportation des États-Unis qui interdit le partage de technologies sensibles, même avec leurs alliés. Alors, que faire lorsque la protection de l'équipage et du char devient critique? Les forces ukrainiennes ont trouvé une solution en recourant à des adaptations locales. Les tankistes ont commencé à fixer sur leur Abrams des blocs de blindage réactif explosif, contact 1 d'usine. Ces blocs se sont révélés très efficaces pour renforcer la protection. Nous avons décidé d'ajouter nos propres caissons remplis de protection contact 1. C'est un blindage réactif qui nous protège des jets cumulatifs, des impacts puissants ou des drones FPV. Nous avons aussi ajouté des grilles sur les chars qui nous protègent dans des frappes FPV ou des tirs de mortier. Chaque partie des caissons couvertes par ces grilles a été testée au combat et fonctionne vraiment bien. Mais est-ce suffisant pour garantir la capacité de combat? Car au-delà du blindage, la logistique et la maintenance représentent des défis majeurs. L'Abrams est propulsé par un moteur à turbine à gaz, particulièrement gourmand en carburant. Il nécessite un réservoir de 1900 litres, consommant environ 2 litres par kilomètre en terrain difficile et jusqu'à 38 litres par heure au ralenti. Autre difficulté, ces moteurs sont sensibles à la contamination et s'usent rapidement en raison des températures élevées et des conditions d'utilisation extrêmes. Ils exigent donc un entretien fréquent pour éviter les pannes, ce qui complique leur emploi dans les conditions éprouvantes du combat. La plus petite erreur peut mettre hors service un moteur d'1 million de dollars. Et il en va de même pour l'électronique avancée de l'Abrams, des viseurs thermiques autonomes aux calculateurs balistiques et autres composants complexes. Avec un nombre si limité de chars Abrams dans l'arsenal ukrainien, même attendre les réparations de quelques engins peut provoquer des problèmes significatifs. Finalement, le plus grand problème des chars Abrams reste leur nombre. Malgré des milliers d'exemplaires utilisés dans le monde entier, l'Ukraine n'en a reçu initialement que 31 des États-Unis, puis 49 autres en provenance de l'Australie, achetés aux États-Unis en 2006. Bien que ce nombre ne change pas le cours de la guerre, chaque char supplémentaire augmente les chances des soldats ukrainiens sur le champ de bataille. Les Abrams australiens sont des modèles M1A, 1SA, équipés de systèmes de visée modernes, dont des caméras thermiques, les rendant particulièrement efficaces dans les combats nocturnes. Dans l'ensemble, ces Abrams australiens sont comparables aux chars modernes livrés à l'Ukraine par les États-Unis en 2023. D'abord, l'Ukraine devait recevoir des chars M1A2, mais en raison d'un processus de préparation trop long, il a été décidé de livrer à la place la version M1A, 1SA. Cependant, l'Ukraine n'a pas perdu grand-chose avec ce changement. En réalité, tous les chars M1A2 produits après l'an 2000 ne sont pas construits à partir de zéro, mais sont des versions modernisées des M1 ou M1A1 provenant des stocks existants. Les chars M1A1SA livrés sont équipés d'un canon lisse M256 de 120 mm, capable d'emporter jusqu'à 40 obus. Le viseur principal du tireur comprend un télémètre laser avancé et une caméra thermique, ainsi qu'une stabilisation biaxiale qui garantit une grande précision de tir. Bien qu'il soit encore trop tôt pour envisager la construction d'une grande flotte de chars fabriqués en Occident dans l'arsenal ukrainien, le pays acquiert progressivement des véhicules de combat modernes qui complètent ses stocks de modèles soviétiques. Selon vous, quels chars seraient les plus efficaces pour les défenseurs ukrainiens? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Саня, 5 секунд до старту. Тільки не швиди, підлети, подивися. Далі. Ярик, запись.
Sur la ligne de front en Ukraine, il existe des endroits où l'on ne pénètre qu'une seule fois. Вот он рэп. Прям только что уебал. Zone de destruction, une bande de terrain où chaque mètre est dans la ligne de mire, et chaque mouvement est observé du ciel. Parfois, on attire délibérément l'ennemi dans cette zone, en laissant un passage ouvert pour faire croire à une faille. Survivre ne serait-ce qu'une journée ici, c'est uniquement une question de chance. Voilà à quoi ressemblait une journée dans une zone de destruction près de Pokrovsk. Что это означает? Это означает, палец вверх, это означает, что у нас небо чистое. La journée commence par plusieurs véhicules russes se dirigeant vers les positions ukrainiennes entre deux localités minières. Rassembler plusieurs engins près de la ligne de front est déjà une petite opération spéciale. Ici, non seulement le champ de bataille, mais aussi l'arrière est totalement exposé au regard. Malgré tout, le groupe d'avant-garde russe continue d'avancer lentement vers le carrefour. Ils ne savent pas encore que ce tronçon de route est marqué depuis longtemps sur les cartes ukrainiennes, zone de destruction. Les forces ukrainiennes ont aménagé ce terrain de sorte que quiconque y pénètre soit pris sous le feu croisé et détruit par un tir concentré. Parfois, ce sont des mines larguées par des drones directement sur la route, ou des drones endormis, embusqués dans l'herbe au bord de la route. Il peut s'agir d'une zone d'engagement préalablement cartographiée et préparée pour des mitrailleurs ou l'artillerie. Mais cette fois, les Russes sont accueillis par les drones, les premiers à prendre l'air. Les opérateurs ukrainiens observent et comptent les cibles. Travail de routine, effectué chaque jour. Quelques secondes plus tard, les premiers FPV ukrainiens apparaissent au-dessus de la zone de destruction, chargés d'explosifs. Ils plongent en vite, implacables, la mort venue d'en haut. Frappe après frappe, pas d'artillerie cette fois, seulement les oiseaux au travail. L'œil de Dieu est désormais ouvert, une fumée noire s'élève vers le ciel. Ces colonnes de fumée font désormais partie du paysage local. Так, выносите их оттуда, блядь. Сейчас, секунду. Ну, эти парни, которые это сварно, они говорят, даже не можем. Уходи! Илюха! 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 Les troupes d'assaut russes évacuent leurs véhicules et se dispersent dans toutes les directions. Ils tentent de fuir, mais même leurs ombres les trahissent. Certains se cachent derrière les arbres, mais les branches n'arrêtent pas les drones. D'autres sautent dans des cratères. Mais l'onde de choc les atteint quand même. Ils s'aplatissent au sol, mais le drone descend si bas qu'on entend le vrombissement de ses rotors. Puis, boum! Certains se glissent dans des conduites, des bâtiments en ruine, voire dans des fosses d'aisance, espérant disparaître. Mais où fuir quand on est observé d'en haut? L'œil de Dieu voit tout. Il ne cligne pas, il ne se fatigue pas.
Il n'est jamais distrait par la pitié. Да, так буде заєбісь, тільки не швиди. Підлети, подивися. Далі, 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 далі. Ярик, запись, Ярик, запись. Да, попал, заебись. Quiconque entre dans son champ de vision est déjà mort. Il ne l'a simplement pas encore compris. Si tu ressens un éclair de pitié en voyant cela, tant mieux. Cela veut dire que tu es encore humain. Mais pour les Ukrainiens, la pitié est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre ici. Dans la zone de destruction, il ne s'agit que de survie, protéger leur maison, leur terre, leur famille. En quelques minutes, les explosions cessent, la fumée se dissipe et le silence retombe. Les carcasses calcinées des véhicules continuent de fumer. Les Russes comptent leurs pertes, les Ukrainiens comptent leurs éliminations. On pourrait croire que cela suffit pour une seule journée, mais non, le soleil est encore haut, la journée continue. Avant de voir la suite, appuie sur j'aime. Trop de gens dans le monde pensent encore que la guerre est une aventure romantique ou un jeu vidéo. Ton like aidera YouTube à leur montrer cette vidéo. Qu'ils voient que la vraie guerre n'a rien d'héroïque, c'est de la terreur à l'état brut. Le métal des véhicules carbonisés n'a même pas refroidi que les Russes préparent déjà une deuxième tentative. Un ordre reste un ordre. Leur commandant hurle et menace à la radio. Ces menaces font plus peur que la mort elle-même, car quand ta carte bancaire est dans la poche du commandant, rien n'est plus terrifiant que de voir disparu au combat à côté de ton nom sur la liste. Certains courent entre les motos, vérifiant si les moteurs fonctionnent. Certains cachent leur peur derrière la visière de leur casque. Certains murmurent des prières. Certains essaient de jouer les durs. Et d'autres montent sur une moto pour la première fois de leur vie. Mais un ordre reste un ordre. Les mains serrent le guidon si fort que les jointures blanchissent. Les motos foncent en avant, zigzagant de gauche à droite. Au XXIe siècle, cela ressemble à une charge de cavalerie. Manœuvre héroïque, c'est ainsi que les commandants russes la présentent à leurs troupes. Mais ces moteurs rugissants, plus ils accélèrent, plus ils font de bruit, ne sont pas entendus que par les leurs. L'intersection mortelle est désormais derrière eux, mais ont-ils vraiment dégagé la zone de destruction? L'objectif des Russes, traverser la zone de destruction rapidement, se rapprocher des positions ukrainiennes et, en exploitant leur supériorité numérique, percer leur défense. Pendant un instant, la vitesse semble être un salut. La colonne se divise en plusieurs groupes, fonçant en avant comme des zèbres dans la savane. Mais tous finissent en terrain découvert. Ici, des munitions de 5 pouces attendent déjà. Par-dessus le grondement des moteurs, on entend un autre bruit, le faible sifflement de petites hélices portant une VOG ou une grenade. La zone de destruction est bien plus vaste qu'ils ne l'imaginaient ce matin-là. Les motards avancent un peu plus loin que les blindés n'avaient réussi plus tôt, mais à peine. Les drones restent sur leurs traces. Impact, 1, 2... 3. Un FPV standard peut atteindre une vitesse de 100 à 145 km/h et certains modèles dépassent les 200 km/h. La moto a peu de chances de les distancer, seulement une chance d'esquiver. Certains tombent directement de leur selle. Certains abandonnent dans leur moto et s'élancent bam vers la lisière, dans les arbres, n'importe où pour disparaître.
Mais dès que l'œil de Dieu est braqué sur eux, le jeu est fini. Et il y a assez de drones pour tout le monde. Finalement, le vacarme des moteurs de moto s'était complètement. On n'entend plus que le bourdonnement des drones, qui observent et comptent. L'assaut éclair des Russes semble avoir échoué. Mais un ordre reste un ordre. Le commandant hurle à la radio de continuer l'avance, à pied. Sur les 24 gars à moto, seuls 2 d'entre nous sont arrivés, moi et mon camarade. Ils nous ont dit d'avancer. J'ai répondu, on n'est que 2, on devrait attendre les autres. Mais ils ont dit, allez-y, prenez la position, c'est tout. Finir en captivité après cette boucherie peut être le meilleur des résultats. Mais la plupart des soldats d'assaut connaissent un autre sort. Car refuser d'avancer peut vouloir dire se faire abattre par les siens, voire par un drone ami, blessé ou pas. Ils continuent à marcher, pas à pas, vers le coucher du soleil, à travers des champs dévastés et des villages en ruine. Mais ce bourdonnement familier et menaçant au-dessus d'eux signifie qu'ils n'ont toujours pas quitté la zone de destruction. A-t-elle seulement une fin ? La nuit, à la lisière d'un village, un nouveau groupe d'assaut se forme. À l'extrémité opposée de la zone de destruction, dans un abri ukrainien, on arme la prochaine série de FPV. Pendant ce temps, à l'autre bout de la planète, dans une usine chinoise, une nouvelle série de motos est déjà prête. Dans un port indien, on décharge un nouveau pétrolier de pétrole russe. Dans un bureau de recrutement de l'armée russe, un nouvel homme est en train de signer son contrat. Dans l'un de ces endroits se trouve l'interrupteur de la zone de destruction. Écrivez en commentaire, à votre avis, où la zone de destruction s'éteint-elle ? Ou proposez votre propre réponse. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Voici le pont au-dessus du canal. C'est exactement ici que se dérouleront les événements clés de cette séquence, alors que l'opérateur n'en a encore aucune idée. Espérons qu'il s'en soit sorti vivant. Mais observez bien le mur en béton à gauche et ses bâtiments à droite. Plus tard, tout a changé de façon spectaculaire. Voici à quoi ressemblait cette même rue après 300 jours de combat. Et voici l'état des lieux après 500 jours de combat. C'est Chassivyar, en Ukraine. Elle est plus petite que Disneyland. Au moment où vous regardez cette vidéo, la ville subit des bombardements depuis plus de 600 jours, noyée dans la fumée, sans silence, sans répit. Les combats de rue se poursuivent toujours. Avant de regarder l'un des moments les plus intenses de la bataille de Chassivyar, expliquons brièvement pourquoi cette ville a une telle importance, tant pour l'Ukraine que pour la Russie. Vous comprendrez également pourquoi ce combat est si violent. Après la chute de Bakhmout, Chassivyar est devenue la prochaine cible des forces russes. La distance en ligne droite entre les deux villes n'est que de 3,5 à 4 km, mais à la guerre, une ligne droite n'existe pas. Chassivyar se dresse sur une hauteur, le point le plus élevé de toute la ligne de front. Ce qui fait que toutes les voies d'approche passent par la plaine. Cela donne aux défenseurs un avantage net et rend l'avancée des forces attaquantes bien plus difficile. C'est pourquoi, sur ce petit bout de terre, les pertes de la Russie ont déjà atteint environ 99 000 soldats, selon les estimations de Forbes. Les routes menant à la ville sont devenues des goulots d'étranglement pour les blindés russes. Des dizaines de chars et de véhicules blindés y ont été détruits. Mais le principal obstacle n'est pas la hauteur, mais le canal qui traverse la ville et ses environs. Et ce n'est pas un simple canal, c'est un monstre avec 3 formes mortelles. Une section est un canal d'eau à ciel ouvert. Une autre est un pipeline souterrain. Et la troisième consiste en d'énormes tuyaux posés directement à travers la steppe ouverte. En essayant d'avancer à pied à travers la steppe ouverte,
les troupes russes ont utilisé les tuyaux d'eau comme abri, se regroupant par groupes de 5 à 10 soldats. De là, ils pénétraient dans la ville par petits groupes, se regroupant à des endroits prédéterminés où d'autres les attendaient déjà. Ils formaient ainsi des détachements d'assaut composés de 20 à 30 soldats. Ils ont été accueillis par des groupes de soldats ukrainiens. Parfois, ils avaient juste le temps de hisser le drapeau pour que leur commandant puisse en rendre compte à leurs supérieurs le succès des opérations d'assaut. Des échanges de feu brutaux éclataient pour chaque bâtiment, à chaque mètre, parfois à quelques centimètres les uns des autres. Mais la logistique russe était catastrophique. Sans ravitaillement ni évacuation adéquat, leur infanterie a été rapidement écrasée. Et se déplacer en ville est devenu encore plus difficile à cause des drones ukrainiens. En quelques semaines seulement, il y avait plus de drones dans le ciel que de personnes au sol. FPV, quadricoptères, hexacoptères, le ciel en était rempli. Quiconque se montrait dans la rue devenait une cible. Même avec des capes anti-drones, même la nuit. Avec le temps, même ces énormes conduites ont cessé d'être un abri fiable. Les Russes ont alors commencé à creuser de petits terriers à la main, de petits abris pouvant accueillir 1 à 5 personnes. Mais même ceux-ci ne garantissaient pas la survie. Sans ravitaillement, sans rotation et sans possibilité d'évacuer les blessés, ils ne pouvaient pas changer le cours de la bataille, quel que soit le niveau de leur perte. C'est pourquoi, fin janvier, les Russes ont pris une décision risquée. Ils ont fait sauter des sections du pipeline pour se frayer un passage et sont entrés dans la ville avec des véhicules blindés. Et c'est à partir de ce moment que commence notre histoire. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime maintenant, car dans un instant, nous n'aurons plus le temps de vous le rappeler. Et c'est vraiment nécessaire, bro, car l'algorithme de YouTube est aussi un champ de bataille impitoyable. Merci de votre compréhension. Nous y sommes donc. Brouillard, nuages bas et ce que les soldats appellent Sirac, des conditions idéales pour un assaut. C'est pourquoi les drones ukrainiens ne détectent une percée que lorsque les Russes sont déjà à l'intérieur de la ville. Quelques minutes plus tard, les drones FPV décollent. L'artillerie ukrainienne entre alors en action. Certains véhicules blindés russes ont été endommagés, d'autres ont été mis hors service. Les combats se poursuivent. Cependant, certains groupes russes parviennent à débarquer, à se disperser et à prendre position. Les Ukrainiens réagissent rapidement, mais les mauvaises conditions météorologiques compliquent les frappes des drones. Ainsi, environ 1h30 à la zone de débarquement, un char est envoyé. Il avance lentement dans les rues, aussi vides et silencieuses que les couloirs d'un bâtiment abandonné. Et la voilà, cette même rue, celle qui ne sera plus jamais la même. Sans ces mauvaises conditions météorologiques, cette mission aurait été suicidaire. Mais le brouillard qui cloue au sol les drones ukrainiens aveugle également les drones de reconnaissance russes qui guident leur artillerie. Mais cela ne signifie pas que l'équipage soit en sécurité. Lors de l'attaque sur Tchassivyar, les Russes ont engagé des troupes d'assaut d'élite, parmi lesquelles se trouvaient de nombreux individus téméraires qui se mettaient en ligne avec un lance-grenade pour tenter un tir chanceux, un tir direct et un char isolé sans couverture d'infanterie est condamné. Voilà pourquoi les tankistes ukrainiens avancent avec prudence et méthode. Un T-72 transporte généralement 44 obus, des munitions à charge séparée. Seuls 22 de ces obus sont chargés dans l'automate de chargement.
Il peut tirer 8 à 10 coups par minute, mais ces coups doivent être rationnés. Sinon, vous vous retrouverez dans une situation où vous devrez recharger votre arme au pire moment. Entre les tirs de canon sur l'ennemi, une mitrailleuse PKT de calibre 7,62 mm fonctionne sans interruption. Et sous un feu aussi intense, rares sont ceux qui survivent. Voici la zone de débarquement. Le VCI russe détruit fume encore à proximité. Quelques tirs retentissent encore, puis l'ordre de se replier tombe. Tir numéro 16. Il reste encore un peu de munitions. Le char recule prudemment, sans exposer sa partie arrière vulnérable à la vue de l'ennemi. Quelle est la vitesse en marche arrière du T-72 ? Environ 5,5 km/h. Mais mieux vaut aller lentement et rester en vie que rouler vite et mourir. Mission accomplie. Mais le renseignement signale que des parachutistes survivants se regroupent dans un autre bâtiment. Heureusement, le lendemain, la météo reste exécrable pour les drones. Le char revient pour une nouvelle frappe. « 19. 20. 21. Il semble que cette fois-ci, l'équipage se sente plus confiant. 22. Ça suffit, il est temps de rentrer. Mais bon, Dieu aime les trilogies, non ? Alors oui, le char repart. Cette fois-ci, en tant que le patron incontesté de Chassiviar. Les gars qui sont devenus tankistes rêvaient sans doute de duels d'acier et de la gloire des combats de chars. À la place, ils font le sale boulot. Parce que les chars n'ont jamais été conçus pour servir d'obusiers mobiles. Mais les Ukrainiens étaient-ils attendus cette fois ? Là, ça devient du sérieux, du vrai. Regardez attentivement. Après le 10e tir, le drone FPV ennemi s'écrase contre la tour. Cela signifie qu'un autre va suivre, puis un autre, et encore un autre. Il est temps de se replier. Vous avez déjà vu ce qu'un essaim de drone FPV furieux, chargé d'explosifs à charge creuse, peut faire à un char, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas le cas, regardez notre vidéo. Un léopard ukrainien tend une embuscade à un convoi russe, mais se retrouve à court d'obus. Et si vous en voulez d'autres du même genre, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez avoir des dizaines de chars, des centaines de véhicules blindés, mais tout cela ne vaut rien sans un soldat avec un fusil qui tient la ligne. Le lendemain, le char ukrainien part de nouveau. Cette fois, il est accompagné d'un M113 américain et d'un rare M80 de l'ex-Yougoslavie. Leurs moteurs grondent comme des échos du passé. À l'intérieur des blindés, l'infanterie ukrainienne. Avec un char tout prêt, ils se sentent plus en sécurité. Son blindage est un mur, son canon est un marteau-pilon. Un char n'est pas une garantie de survie, mais il vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Si vous avez un frère d'armes, envoyez-lui cette vidéo. Qu'il sache, lui aussi, qu'il n'est pas seul. Et laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué, ou pas, et qu'est-ce qui vous a frappé le plus ? Merci d'avoir regardé.
Il s'agit des effets post-frappe causés par les roquettes HIMARS américaines. Nous frappons toujours avec une précision de tireur d'élite. Oui, même si tu penses avoir des couilles d'acier, les roquettes HIMARS de 227 mm les frapperont en plein. À première vue, il pourrait sembler que ce matériel soit réparable ou récupérable pour pièces détachées. Mais observez-le de plus près. Vous voyez ces 180 000 petits éclats en carbure de tungstène? Ils ont lacéré le métal comme du papier. Chaque partie de ce véhicule est criblée de trous. Le châssis, le moteur, le réservoir de carburant, la transmission, même les lames de suspension du camion. Tout a été déchiqueté par les éclats de la M31. Ce n'est pas simplement du matériel endommagé, c'est de la ferraille. Et qu'en est-il du personnel ennemi? Le HIMARS se montre généreux envers ses alliés, comme un Père Noël avec son sac de cadeaux de précision. Mais pour les ennemis, survivre à l'impact de ces roquettes relèverait du miracle. Sérieusement, c'est comme se prendre une décharge de fusil de chasse venue du ciel. Qui pourrait en ressortir vivant? J'ai d'abord vu une boule de feu. Puis, en une fraction de seconde, toute la clairière s'est retrouvée jonchée de corps. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Lorsque les camarades de ce soldat russe sont arrivés dans la zone de frappe, tout était silencieux. Beaucoup trop silencieux. Le genre de silence qui n'existe qu'en présence de la mort. C'est l'œuvre d'un autre projectile HIMARS, le GLMRS M30. Sa tête à sous-munitions contient 404 sous-munitions polyvalentes M101, conçues pour perforer à la fois les blindages et le personnel. Ce qui reste après une frappe? De la poussière, du métal tordu et aucun survivant. S'il n'est pas le système le plus performant sur le théâtre d'opération, il fait assurément partie des tout premiers. Sa puissance de feu est proprement sidérante. Mais qu'est-ce qui rend le HIMARS américain pratiquement invulnérable sur le champ de bataille? Pourquoi les forces russes sont-elles toujours incapables de le neutraliser? Premier atout majeur, le HIMARS dispose d'un arsenal de plus de 10 types de roquettes différents. Exactement. Aucun autre système de lance-roquettes multiples au monde n'atteint un tel niveau. Les munitions précises envoyées à l'Ukraine restent classifiées, dissimulées, même au Washington Post. Mais pas d'inquiétude, nous allons lever un peu le voile. Vous avez déjà vu la beauté destructrice des munitions à sous-munitions et des ogives remplies de tungstène. Mais les premières frappes de HIMARS en Ukraine durant l'été 2022 laissaient penser à une toute autre charge militaire. La quasi-totalité des cibles russes détruites lors des premières semaines de l'emploi des HIMARS se trouvaient entre 40 et 80 km derrière les lignes ennemies. De nombreux dépôts de munitions et unités russes ont été anéantis. En seulement quelques jours, une vingtaine de dépôts majeurs ont été réduits en cendres. La plupart sont partis en flammes, tout leur stock d'obus et de roquettes explosant dans un spectacle aussi dévastateur que spectaculaire. Ces frappes étaient au l'œuvre des roquettes GMLRS à ogives hautement explosives, spécialement conçues pour ce type de mission. Mais comment les Russes ont-ils pu laisser une chose pareille se produire? Tout se résume à la logistique. La Russie dépend presque exclusivement du rail pour acheminer les munitions vers le front. Celles-ci sont ensuite stockées dans des dépôts idéalement situés à proximité des gares ferroviaires. Voici le piège. Ces dépôts ont des coordonnées fixes et facilement identifiables. Et les roquettes HIMARS, guidées par un récepteur GPS 24 canaux, utilisant des liaisons de communication ultra sécurisées, ne manquent pas leur cible fixe. Le renseignement sur l'emplacement des dépôts est simple. La reconnaissance peut suivre les camions qui chargent des munitions destinées aux unités en première ligne. Et puis, il suffit d'entrer les coordonnées de la cible dans l'ordinateur, d'appuyer sur quelques boutons et de lancer la missile. Maintenant imaginez ceci, le chargement de ces dépôts russes prend des heures parce que, tenez-vous bien, ce sont des soldats russes qui chargent les munitions à la main. Pendant qu'ils s'épuisent à la tâche, les satellites de toutes les nations dotées de yeux en orbite ont tout le temps du monde pour immortaliser la scène. Il est impossible de dissimuler cette catastrophe au ralenti. Et donc les dépôts partent en flammes, littéralement projetés dans les airs. Certes, le mérite revient aussi aux satellites américains pour la désignation précise des cibles, mais le HIMARS a été l'atout maître de l'Ukraine lors de sa première contre-offensive à l'est du pays. Avec les dépôts détruits, les Russes ne peuvent plus écraser notre infanterie et notre artillerie sous un déluge de feu. Le HIMARS s'inscrit parfaitement dans la doctrine de guerre de manœuvre adoptée par les forces ukrainiennes. Ces systèmes peuvent frapper à tout moment et n'importe où. Nous pouvons exécuter des missions sur n'importe quel terrain, en campagne ou sur la route. Cela ne fait aucune différence. Mais voici le véritable coup. L'erreur probable circulaire réelle des GMLRS s'est avérée être 60 à 90 cm, bien meilleure que les 700 cm garantis par Lockheed Martin. En d'autres termes, les roquettes HIMARS se sont révélées encore plus précises que prévu. Et cela constitue un avantage qui change complètement la donne. Et si vous êtes impressionné, mettez j'aime. Ce plan audacieux est né à Kiev, libérer Kherson, dans le sud de l'Ukraine.
L'opération a été le triomphal premier rôle des HIMARS américains, et vous allez comprendre pourquoi cela aurait été impossible sans ces systèmes. Kherson était la seule ville sur la rive droite du Dniepr, occupée par l'armée russe en 2022. Les Russes s'étaient retranchés, construisant de solides positions défensives et des fortifications. Les attaquer avec de l'infanterie ou des chars était quasiment impossible. Pourquoi ? Les terrains découverts entourant Kherson s'étendaient sur des kilomètres, sans offrir le moindre abri. S'y avancer revenait pratiquement à partir en mission suicide. Pour aggraver encore la situation, le groupement russe dans la zone comptait plus de 20 000 soldats. Pour faire face à une telle force, l'Ukraine aurait eu besoin de 3 à 5 fois plus de soldats. Des réserves qu'elle n'avait tout simplement pas. Mais il existait une faiblesse critique. Tous les ravitaillements des forces russes à Kherson devaient passer par quelques ponts stratégiques. C'est là que le HIMARS est intervenu, plaçant ces ponts sous un contrôle de feu implacable. Toucher un pont avec un lance-roquette à 65 à 80 km, c'est comme viser un fil avec une arbalète. Mais grâce à la précision inattendue des roquettes GMLRS, cela est devenu possible. L'ordinateur nous indique quand nous sommes en position pour toucher la cible. Le commandant donne l'ordre et nous lançons. Cependant, ce n'était pas seulement les munitions qui faisaient la différence. Mission reçue. On se met en route. Les équipages de HIMARS près de Kherson ont travaillé sans interruption pendant 37 heures d'affilée. L'officier ukrainien Koval l'a déclaré au Wall Street Journal. Au journal décrivant leurs efforts éprouvants mais essentiels. Les généraux de Poutine se sont heurtés à un défi impossible, détruire les lanceurs HIMARS. Le problème, ils étaient comme des abeilles, toujours en mouvement. La mobilité de cette machine est exceptionnelle. Elle peut aller partout et atteint des vitesses très élevées sur route. C'est pour cela que nous pouvons changer de position aussi rapidement. À la mi-octobre 2022, la circulation sur les ponts de Kherson était quasiment à l'arrêt. Pour y parvenir, l'Ukraine a employé des roquettes GMLRS M31 dotées d'ogives hautement explosives. Bien que ces ogives ne puissent pas détruire complètement des ponts massifs, 90 kg d'explosifs ne suffisent pas à démolir de telles structures. La solution s'est avérée simple. Au lieu de tenter d'anéantir les ponts, les Ukrainiens ont visé les chaussées, créant des cratères plus rapidement que les ingénieurs russes ne pouvaient les reboucher. Jour après jour, les roquettes GMLRS perçaient trou après trou dans le revêtement. Et devinez quoi ? Ça a fonctionné. Pour éviter une catastrophe totale, les Russes ont été contraints de se replier sur la rive gauche du Dniepr. S'ils ne s'étaient pas repliés, la guerre aurait pu prendre un tournant radical, car la plupart des 20 000 soldats russes auraient été détruits ou faits prisonniers. Poutine a perdu la face en retirant ses troupes de Kherson, mais il a ainsi sauvé son armée. Pendant ce temps, Kiev célébrait une victoire qui, très probablement, n'aurait pas été possible sans le système de roquettes HIMARS. Les Ukrainiens eux-mêmes le reconnaissent. Autrefois, nous combattions avec des armes obsolètes de l'ère soviétique. Aujourd'hui, nous avons enfin des systèmes modernes et puissants qui peuvent nous mener à la victoire. Travailler avec le HIMARS est un honneur pour chaque membre de notre batterie. Un équipement aussi précis et avancé nous rapproche de la victoire. À présent, chaque Ukrainien connaît le nom de ce système américain de roquettes d'artillerie. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi les Russes n'ont-ils pas abattu les roquettes GMLRS ? Voici le fait. Les Russes ont tenté de les intercepter dès le premier jour de la mission HIMARS Ukraine. Les images de l'opération de Kherson montrent les systèmes de défense aérienne russes lançant des intercepteurs, mais toutes les tentatives d'abattre les roquettes GMLRS ont échoué. Lorsqu'une roquette est lancée, il y a 99 chances sur 100 qu'elle atteigne sa cible. C'est parce que le HIMARS n'est pas un lance-roquettes multiple ordinaire. Les roquettes GMLRS montent d'abord à une altitude pouvant atteindre 20 km, puis plongent sur leur cible à presque 90 degrés, atteignant des vitesses allant jusqu'à 821 mètres par seconde. Compte tenu de la portée relativement courte des GMLRS, les opérateurs de défense aérienne n'ont tout simplement pas le temps de réagir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la regarder apparaître sur leur radar tandis qu'elle s'abat en piqué. Par exemple, les opérateurs du système russe Pantsir S-1 ne disposent que de quelques secondes pour réagir et tirer. Mais même dans ce cas, le système ne peut engager qu'un nombre limité de cibles simultanément, 4 dans un secteur de 45 degrés et 2 dans un secteur de 90 degrés. Et n'oublions pas qu'un conteneur HIMARS embarque 6 roquettes GMLRS. Les coordonnées des 6 roquettes peuvent être programmées simultanément. Elles peuvent frapper plusieurs objectifs, ou bien les 6 se concentrer sur une seule cible. Sur les écrans radars, 2 roquettes ou plus apparaissent non pas comme un point, mais comme une traînée. Les opérateurs ne savent jamais s'ils font face à 2 roquettes GMLRS ou aux 6. Et si 2 unités HIMARS lançaient simultanément, une tactique fréquemment employée par les Ukrainiens.
Pour abattre de manière fiable les roquettes HIMARS, les Russes auraient eu besoin d'un réseau de défense aérienne extrêmement dense. Atteindre cet objectif est quasi impossible, car de tels systèmes concentrés deviendraient eux-mêmes des cibles de choix. Même lorsque ces duels ont lieu, ils ressemblent à une guerre miniature. Prenons par exemple l'attaque ukrainienne contre Koursk, une ville protégée par des dizaines de systèmes de défense aérienne. Les forces ukrainiennes ont déployé un véritable buffet d'armement. Missiles Storm Shadow, leurre MALD, missiles anti-radar HARM, bombes GBU et systèmes HIMARS. L'attaque impliquait également des avions Su-24 et Su-27, 2 F-16, 2 MiG-29 et même des drones FPV. Le ciel était saturé d'appareils. Imaginez maintenant le chaos sur les écrans radars des opérateurs de défense aérienne russes. La façon dont cet orchestre ukrainien a coordonné ses efforts reste un mystère, mais l'opération a frappé le plus grand nœud de communication de la région. Résultat, même les systèmes de défense aérienne russes les plus avancés n'ont pas pu résister à une attaque diversifiée et menée sur plusieurs axes. Pour contrer spécifiquement le HIMARS, les Russes ont parfois recours à un brouillage GPS à grande échelle. Mais voilà le piège, ces interférences puissantes affectent également leurs propres troupes. En conséquence, ce brouillage se limite à des zones spécifiques et à de courtes durées, ce qui en fait une solution loin d'être fiable pour neutraliser le HIMARS. Cela a forcé les forces russes à déplacer leurs dépôts et postes de commandement hors de portée des GMLRS. Ce n'est qu'alors que les États-Unis ont accepté de fournir à l'Ukraine une autre munition puissante issue de l'arsenal du HIMARS, l'ATACMS, Army Tactical Missile System. Et si vous pensez que cela aurait dû arriver plus tôt, abonnez-vous. Et voilà le clou du spectacle. L'ATACMS propulse le HIMARS à un tout autre niveau, le transformant en système de missiles tactiques doté d'une portée allant jusqu'à 300 km. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est un véritable bouleversement du jeu. Imaginez Floyd Mayweather qui monte de catégorie de poids et reste malgré tout champion. L'ATACMS s'est rapidement forgé une réputation de tueur ultime des systèmes russes S-400 et S-300. Vous voulez en savoir plus sur cette arme? Regardez notre vidéo dédiée à la guerre de l'ATACMS en Ukraine. Mais qu'en est-il des autres roquettes de l'arsenal du HIMARS qui ont déjà fait leurs preuves en Ukraine? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu les GMLRS-ER Extended Range en action. Ces versions améliorées du GMLRS peuvent frapper des cibles jusqu'à 150 km, presque doublant la portée d'origine. Nous n'avons pas encore vu le PRSM, Precision Strike Missile, à l'œuvre, un missile affichant une portée impressionnante de 500 km. Il devrait progressivement remplacer les missiles balistiques tactiques MGM-140 ATACMS. Croisons les doigts pour sa première apparition au combat. Il est clair que le plein potentiel des systèmes HIMARS en Ukraine n'a pas encore été exploité. C'est pourquoi les Russes cherchent à tout prix à détruire les lanceurs eux-mêmes pour les éliminer définitivement du jeu. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Premièrement, les équipages ukrainiens sont exceptionnellement bien entraînés. Nos partenaires ont pris notre formation très au sérieux. Deuxièmement, les systèmes HIMARS opèrent principalement de nuit, changeant de position en un éclair après chaque tir. Le rechargement du système ne prend que 5 à 10 minutes. Avec notre vitesse, les chances de nous attraper sont pratiquement nulles. Troisièmement, le HIMARS est bien protégé. Le module de lancement et le système de contrôle de tir sont montés sur un châssis de camion robuste, tandis que la cabine et le train roulant sont renforcés par des plaques d'acier blindées. Cela lui permet de résister à l'explosion de plusieurs livres d'explosifs. Jusqu'à présent, aucun véritable HIMARS n'a été détruit. Enfin, à part quelques modèles en bois. Quoi? Des HIMARS en bois? Oui, les Ukrainiens déploient des maquettes leurres dans les forêts pour semer la confusion chez l'ennemi. Il ne serait pas surprenant que Poutine soit déjà informé de leur destruction. En réalité, les États-Unis ont livré environ 40 systèmes HIMARS à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Le nombre exact de ceux actuellement en service ou en réparation reste inconnu. Cependant, nous avons vu des images d'un HIMARS endommagé par une mine et renvoyé aux États-Unis pour réparation. Remarquez que la roue a été arrachée par l'explosion, mais la cabine est restée intacte, ce qui signifie que les 3 membres d'équipage, l'opérateur, le conducteur et le commandant, ont survécu. Voici une autre séquence montrant une frappe de drone russe, Lancet, sur un HIMARS, après qu'il ait achevé sa mission. Comme on peut le constater, les 3 kg d'explosifs du drone n'ont pas suffi à détruire le système. Il est probable que ce lanceur prenne lui aussi la direction des États-Unis pour un petit traitement. La première destruction potentielle d'un HIMARS n'est survenue que 622 jours après leur apparition sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont réussi à détruire 767 lance-roquettes multiples russes. Pas mal comme score, non? Mais existe-t-il dans le monde quelque chose de plus avancé que ce système de roquettes américain? Le Ouragan russe? Le WS-2D chinois? Ou peut-être le KN-25 nord-coréen affichant une portée confirmée allant jusqu'à 400 km? Laissez votre choix dans les commentaires. Et nous faisons une vidéo face à face. HIMARS contre l'arme que vous aurez choisie.
Éloigne-toi! Couvre-moi, couvre-moi. Ok, bien. Les gars, je suis blessé, les gars, je suis blessé. Les gars, je suis blessé, je me retire. J'ai été blessé. J'ai été blessé. Oui, ça m'a touché. Non, ne filme pas. C'est là, hein? Donne la trousse de secours. Les pansements sont là? Oui, oui. Blessure par balle? Non, non, c'est un éclat. Donc il s'est retrouvé ici par hasard. Alors qu'est-ce qu'on a? Transmettez que j'ai réussi à vous rejoindre. Contacte et dit que... Quel est son indicatif? Il nous a rejoints, nous lui avons donné notre aide. Les gars, qui est arrivé? Tout est ok. Qu'est-ce qui se passe? Un éclat dans le bras au-dessus du poignet. L'hémorragie est faible, ça va. Je pense que l'éclat est resté dedans. FPV? Non, impact d'artillerie. Dit qu'aucune évacuation n'est nécessaire pour l'instant. Tout est stable. Entrez. Bonjour, Bonjour. vous n'avez pas d'ennemis ici? Qui exactement? Vérifiez la cave, faites venir tout le monde. Qui n'est pas là? Les Russes. Non, aucun. Ici, on dirait qu'il n'y a que les nôtres. On peut entrer? Bien sûr, entrez. Le chat, salut. Quel beau chat. On en a beaucoup maintenant. Compris? Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi n'est-on pas parti? Pas d'argent pour louer un logement. On serait déjà parti si on avait une possibilité. On peut vous évacuer. Vous évacuer, oui. Mais pour vivre où? Qui va nous nourrir? Nos gars vont venir régulièrement. Ils apporteront de la nourriture et de l'eau si nécessaire. On marquera l'endroit où on doit apporter le ravitaillement. Merci les gars. Ouvrez seulement aux soldats avec du scotch vert. Vert uniquement, jaune et bleu aussi. Donc, ce sont les nôtres. Laissez passer les rouges et blancs sans ouvrir. D'accord. Quel beau chat. Où veux-tu sauter, toi? Ne saute pas. Attendez, ne l'effrayez pas. Ne l'effrayez pas, ne l'effrayez pas. Ne le touchez pas, sinon il sautera dehors. Il n'est pas de race pure, il a une tache blanche. C'est toi qui n'es pas de race pure. Allez, on continue. C'est toi qui n'es pas de race pure. Je confirme. On ne veut pas vous expulser, mais si les Russes pénètrent ici, on ne pourra pas tirer à cause de votre présence. On vous marque comme civil présent. On vous apportera de l'eau et de la nourriture. Merci. Gardez la porte fermée. N'ouvrez qu'aux soldats avec du scotch vert. On revient par la ruelle. On traverse le magasin et on continue. Attention, bâtiment à votre droite. Présence ennemie. Mettez une couverture. On va nettoyer.
Lentement, je vois. Là-bas, c'est clair? À droite derrière la porte. Les gars, contournez-la. Il est là, près de la fenêtre. Attention, tu vois? Là-bas. La nôtre. Grenade! À droite. Oui, juste ici. Encore une grenade. On contourne la maison par la rue. Prenez tout et suivez. Préparez les grenades. Passez là ici. Les gars, nous sommes de l'autre côté. Le lieu est sécurisé. Nous nous dirigeons vers la porte verte. Grenade! À droite. Oui, juste ici. Passez là ici. Les gars, nous sommes de l'autre côté. Le lieu est sécurisé. Nous nous dirigeons vers la porte verte. On a un bâtiment en flammes. On ne peut pas entrer. On n'entre pas, ça brûle. Inutile. Ils vont brûler dedans. On vérifie la cave.
C'est toi? Je n'ai rien crié. Allez, on doit encore vérifier la cave. La cave. Oui, encore. Là, c'est un enfer. On a remué un nid. La cave, la maison est nette. Dans notre partie, rien, tout brûlé. La zone est nette. Tiens. Prends ça. Une seule, ça suffit. On va où maintenant? Tout droit. Parfait. Avez-vous déjà pensé que les positions militaires seraient suivies par les produits Apple? Même Steve Jobs n'aurait pas pu prédire cette tournure des événements. Prenons par exemple cette histoire. Un Ukrainien, bien décidé à retrouver ses AirPods volés, a découvert quelque chose de bien plus important, les déplacements d'un peloton russe. Grâce à la fonctionnalité localisée d'Apple, il a pu suivre les soldats russes et signaler leur déplacement aux forces ukrainiennes. Et ce n'est que le début du recueil des bourdes les plus stupides des forces russes. Nous allons nous plonger dans les gaffes hilarantes, les mésaventures et les moments de facepalm de l'armée russe pendant la guerre en Ukraine. Dans un détournement spécial de la technologie des drones, une équipe ukrainienne a réussi à capturer un drone russe pour y trouver à l'intérieur un appareil photoréflexe numérique Canon. C'est exact. Un drone de guerre de haute technologie équipé du gadget de touriste préféré de tous. On dirait que quelqu'un n'a pas reçu le mémo sur la technologie de qualité militaire. Et voilà, le conducteur d'un véhicule blindé russe a labouré une rangée de mines terrestres clairement visibles, se faisant exploser sur le coup. Si vous avez trouvé ça aussi incroyable que nous, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de moments incroyables du front. L'armée russe affirme avoir anéanti plus de systèmes HIMARS que les États-Unis n'en ont même envoyé. Comment? C'est simple, ce n'étaient que des leurres en bois construits par les troupes ukrainiennes. Et la Russie, ne faisant pas la différence, a tiré pour des millions de dollars de missiles sur ces faux HIMARS, comme si elle jouait à un jeu de hasard. Mais qui aurait cru que le contreplaqué pouvait être un atout stratégique d'une telle importance? Il n'y a pas que les HIMARS. Le lieutenant-commandant Oleksandr Afanassiev et son équipe à Donetsk ont créé un faux char à l'aide de bois et de boîtes d'obus vides pour tromper les drones russes. Quand un drone Lancet coûtant 35 000 $ a détruit le leur, les médias russes ont fièrement diffusé les images célébrant une destruction de chars. Les Ukrainiens ont révélé plus tard que ce n'était qu'un tas de bois calciné. On peut dire que c'est du bois de chauffage qui coûte cher. Quoi de plus stupide que de révéler sa position à l'ennemi? C'est exactement ce que les forces russes ont fait lorsqu'elles ont repéré un drapeau ukrainien flottant au bout de ballons. Ils ont ouvert le feu dessus, révélant leur position aux forces ukrainiennes, qui ont rapidement lancé une frappe réussie. Un drapeau porté par des ballons a causé le chaos, du pur burlesque. Dans l'un des moments les plus ironiques de la guerre, un journaliste pro-russe a publié sur les réseaux sociaux des photos d'une base du groupe Wagner à Popasna. Les forces ukrainiennes ont analysé les photos, identifié l'emplacement et anéanti la base. Oubliez les communications cryptées. Il semble que les selfies soient le pire ennemi de la Russie. Après le fiasco du selfie, l'Ukraine a réussi un autre coup, cette fois en Crimée. Des hackers ukrainiens ont piraté des chaînes de télévision russes et ont diffusé le discours de Zelensky au peuple de Crimée. Il ne s'agissait pas seulement d'une diffusion, cependant, les noms des chaînes ont été remplacés par une insulte astucieuse visant Poutine. Qui aurait cru que la technologie et un peu d'humour pouvaient frapper la Russie là où ça fait mal? Discutons des malheureux. Missiles russes à autodestruction, les roquettes russes U-turn. On sait tous que les vieilles machines ont quelques bizarreries, mais lorsqu'une roquette russe a décidé de faire demi-tour en plein vol et de retourner directement à son propre lanceur, même les ingénieurs se sont gratté la tête. C'est comme si la roquette
Soviets avaient dit « En fait, si on y pense, non. Boum, retour à l'envoyeur ». Et si ça ne suffisait pas, la Russie a aussi été un peu à côté de la cible, plus près de chez elle. Croyez-le ou non, en une seule année, la Russie a réussi à larguer des bombes planantes sur son propre territoire près de 40 fois. C'est exact. Ils se sont bombardés eux-mêmes presque aussi souvent qu'ils ont bombardé l'Ukraine, et sans aucun ennemi en vue. À ce rythme, ils pourraient bien remporter le prix du sabordage. Mais cette histoire de tir ami ne se limite pas uniquement aux bombes planantes. Le 28 septembre, un groupe de soldats russes, qui s'était rendu aux forces ukrainiennes dans la région du Donbass après un assaut manqué, a été la cible de tirs de la part de ses propres troupes. Un incident similaire s'est passé en août. Un pilote d'hélicoptère russe ivre a ouvert le feu sur un convoi. Comme il s'est avéré, le convoi n'était pas du tout ukrainien. Il s'agissait de 2 camions et de 2 systèmes d'artillerie automotrice russes, M-STA-S. Mais au moins 2 soldats russes ont réussi à accomplir quelque chose d'héroïque. En quelque sorte, dans un rebondissement digne d'un sketch comique, la Russie a décerné une médaille à un pilote qui est entré en collision avec un drone américain. Parlez-moi de honorer l'incompétence. Il n'a pas pu éviter un drone, mais eh bien, voici une médaille pour l'effort. Et les bévues de l'armée russe ne se limitent pas seulement aux armes et aux soldats. Il y a des choses qui ne changent jamais, comme l'amour des Russes pour atterrir avec leurs hélicoptères sur un aérodrome qui se fait pilonner à chaque fois. Ils sont retournés 15 fois à l'aéroport près de Kherson, avec du matériel neuf, juste pour se faire exploser au même endroit. Imaginez envoyer du matériel coûteux sur le même champ maudit encore et encore, comme dans un film sans fin du jour de la marmotte. Passons maintenant à un peu d'ingéniosité russe, ou plutôt à son absence. Voici quelques-uns des exemples les plus drôles et les plus stupides de soldats russes agissant comme des pillards pendant l'invasion de l'Ukraine. Un gardien de zoo russe, Oleg Zubkov, a fait les gros titres pour avoir volé des animaux du zoo de Kherson. Parmi le butin se trouvait un raton laveur, qui est devenu une sensation et un mème sur Internet. Cette virée de pillage à poil était si absurde que le raton laveur a même eu son propre spot de propagande. Un soldat a été photographié en train de charger un char, avec des draps d'enfants à l'effigie de personnages Disney, une couverture et un réservoir de chauffage. Ce vol bizarre était si spécifique qu'il ne pouvait être décrit que comme une mission de décoration intérieure en temps de guerre qui a mal tourné. L'un des actes de pillage les plus ridicules s'est passé lorsque des soldats russes ont emporté une cuvette de toilette d'une maison ukrainienne lors de leur retraite. Les choses deviennent plus intéressantes lorsque 2 soldats ont attrapé en train de voler une machine à laver. C'est le genre d'objet qu'on ne s'attend pas à voir sur une liste de butins de guerre, et pourtant il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre dans le butin des soldats. Dans un geste digne d'un méchant de film, des soldats russes ont été filmés en train de traîner un coffre-fort d'une banque ukrainienne. Imaginez le poids d'un truc pareil. Peut-être qu'ils prévoyaient de le forcer plus tard, en espérant y trouver des richesses, ou juste une pile de paperasse. Et en parlant de choses que les Russes ne voulaient probablement pas que quiconque sache, imaginez la scène. La télévision russe a annoncé l'heure et le lieu d'arrivée d'un navire de ravitaillement militaire à Berdiansk. Les forces ukrainiennes se sont branchées, ont pris des notes et l'ont fait exploser exactement à l'heure prévue. N'oubliez pas les enfants, les grandes gueules font couler les navires, surtout quand vous dites au monde entier où ils sont amarrés. Au début de l'invasion, la Russie a décidé de supprimer le réseau 4G de l'Ukraine pour se rendre compte trop tard que ses propres communications cryptées fonctionnaient, vous l'avez deviné, sur la 4G. Parfois, on est son propre pire ennemi. Dans un même ordre d'idées, les faux pas de la Russie ne se limitent pas à la technologie, car elle semble souvent s'empêtrer dans ses propres absurdités. Des troupes russes qui creusent l'un des tranchées à Tchernobyl, c'est comme jouer avec la terre radioactive. Elles n'ont pas seulement combattu l'Ukraine, elles ont aussi combattu les radiations résiduelles de 1986. Certains soldats seraient tombés malades, prouvant ainsi qu'ils avaient non seulement manqué les cours d'histoire, mais aussi le bon sens le plus élémentaire. Un clip est apparu montrant un soldat russe s'entraînant au combat, non pas avec un fusil ou un gadget de haute technologie, mais avec une pelle. Ses mouvements étaient maladroits, son visage masqué par la frustration, alors qu'il tentait de maîtriser ce système de défense aérienne portatif. Pourquoi un exercice d'entraînement si étrange? Qu'est-ce qui pourrait bien nécessiter ces tactiques médiévales? Et si vous pensez que c'est étrange, attendez-vous au pire. L'approche de la Russie en matière de combat semble devenir encore plus déroutante. La réponse se trouve dans un autre clip, où des drones ukrainiens de type FPV transforment le champ de bataille en une démonstration de précision et d'absurdité. Un drone FPV de la 82e brigade aéroportée ukrainienne verrouille sa cible sur un soldat russe. Son arme, cette même pelle surnommée avec sarcasme la dernière innovation anti-drone. Le drone pique.
Le soldat lève sa pelle, défiant mais dépassé. En l'espace de quelques secondes, la précision moderne triomphe de l'improvisation désuète. Toute la pratique du monde ne pouvait pas le préparer à un combat où la technologie l'emporte à chaque fois. Ici, quelques esprits brillants, armés de pelles, sont sortis affronter des FPV. Ont-ils lu trop de Sun Tzu ou quoi? Ils ont peut-être révisé une ancienne stratégie militaire, mais on peut dire sans se tromper que cela ne correspond pas tout à fait à l'art de la guerre. Nous avons ici un autre soldat russe sur le terrain qui tente de frapper un drone avec un bâton. Oui, un bâton. Tout cela est une comédie d'erreur, avec une bonne dose de ridicule. Et si cela ne suffisait pas, la scène prend une tournure encore plus étrange. Des soldats russes se préparent au combat non pas avec des armes ou de l'entraînement, mais avec des shots de vodka et des danses traditionnelles. Avant de se rendre au front, les troupes mobilisées voient leur esprit de combat stimulé par l'ingestion d'alcool et des danses, comme s'il s'agissait d'un festival folklorique local plutôt que d'une opération militaire. C'est le genre de motivation qu'on s'attendrait à voir à un grand mariage, pas dans une zone de guerre. Le résultat ? Une armée plus prête pour un concours de karaoké que pour un combat, prouvant une fois de plus qu'en Russie, même la guerre ressemble à une fête folle. Et ce n'est pas tout. Après leur shot de vodka et leur danse folklorique, les soldats russes dorment désormais à la belle étoile, comme s'il s'agissait d'un voyage de camping à petit budget. Oubliez les tentes militaires. Ces troupes mobilisées dorment en pleine nature, prouvant que dormir à la belle étoile est le dernier cri de logement militaire. C'est comme un festival d'été, mais avec moins de musique et plus d'angoisse existentielle. La vie est vraiment la meilleure comédie, surtout quand vos baraquements sont ce que la nature a de mieux à offrir. Juste au moment où l'on pense que cela ne peut pas être plus étrange, des combattants d'Azov réussissent un coup surprenant. Ils utilisent des barres de sneakers pour duper et capturer 3 soldats russes. Déguisés en espions russes, ils ont offert les barres chocolatées pour gagner leur confiance, transformant une simple friandise en arme tactique. Tandis qu'ils discutaient, un combattant d'Azov a révélé nonchalamment qu'il était ukrainien et a proposé aux Russes à se rendre. Les soldats, choqués et probablement encore en train de mâcher leur chocolat, ont accepté sans opposer de résistance. Il s'avère que parfois, une simple collation peut suffire à faire basculer une confrontation. Et enfin, les soldats de la 63e brigade mécanisée sont tombés sur des troupes russes dans la forêt, utilisant leurs genoux et leurs coudes pour transformer des quads en petites cachettes, dans l'espoir de semer la confusion chez les drones ukrainiens. C'est comme s'ils pensaient que les drones ne remarqueraient pas un quad essayant de jouer à cache-cache. Eh bien, puisqu'il s'agissait d'envahisseurs, le jeu s'est terminé par une étiquette « détruit ». Avec toutes ces tactiques étranges et désespérées, quel est le moment le plus stupide que vous ayez vu de la part de l'armée russe? Partagez vos réflexions dans les commentaires.